Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler du stress, donc les mécanismes du stress, mais aussi les particularités du massage dans la gestion du stress. Tout à fait. L'objectif étant bien sûr de rester lié au massage, donc de comprendre ce que c'est que le stress. C'est assez important parce que je pense que c'est important de pouvoir l'expliquer à vos clients, notamment quand vous avez fait un bon massage. Quelquefois ils vont exprimer des choses et vous allez justement pouvoir leur dire comment ça agit sur le stress. Et puis même pour vous de comprendre justement dans votre pratique ce qui va permettre que ce soit vraiment efficace sur la gestion du stress. Alors du coup là on a un petit diaporama pour aider à comprendre, parce que le système nerveux humain, il n'est pas toujours très simple en termes de compréhension. Donc déjà dans son anatomie, on a le cerveau, bien sûr, avec des influx électriques, ce qu'on appelle des neurones, qui vont aider à l'action, on va dire, et puis des nerfs qui vont descendre, passer dans la colonne vertébrale sous la moelle épinière, et venir aller vers tous les muscles pour donner le mouvement. Donc ça, c'est le côté un petit peu anatomique. Donc si je commence sur le système nerveux de base qu'on connaît bien, qui est le système nerveux de l'action, c'est celui qui va nous aider à bouger. Donc l'information part du cerveau, par exemple je décide de bouger ma main, elle va passer par un influx électrique, un neurone, puis aller sur les nerfs, et le muscle qui est rattaché à tout ce qui va faire bouger, va décider de faire bouger. C'est l'ordre direct donné par le cerveau. C'est ça, là c'est moi qui décide, muscle. je veux bouger la main, et du coup ça fait bouger la main. Ça fonctionne dans les deux sens, on dit que voilà, on a des nerfs déférents et afférents, c'est-à-dire que, imaginez, je suis en train de cuisiner, je mets la main sur une plaque brûlante, là l'info va venir de la main, va remonter par l'influx nerveux, et je vais avoir comme réflexe, ensuite ça va redescendre pour me dire enlève ta main, ça brûle. Donc ça marche vraiment dans les deux sens. Mais ça c'est le système nerveux central qui décide. C'est pas celui qui nous intéresse sur le stress. Entre guillemets, celui-là on l'oublie, c'est celui qui bien sûr nous fait faire tout tous les jours, mais c'est pas celui qui nous intéresse. À côté, on a ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Autonome, ça veut bien dire ce que ça veut dire, il fonctionne tout seul. C'est celui qui nous fait respirer, par exemple. Heureusement qu'on n'est pas obligé de se dire j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Donc je pense qu'on ferait que ça toute la journée. Oui, c'est toutes les fonctions, il gère toutes les fonctions naturelles et autonomes du corps. Tout ce qui fonctionne en autonomie. Ok. Donc ça c'est aussi assez facile à comprendre, donc du coup là on n'a pas besoin de penser, on n'a pas besoin de décider, ça se fait tout seul. Comme le corps humain est compliqué, ça s'arrête pas là, c'est-à-dire que ce système nerveux autonome, donc on oublie toujours le central, il est à nouveau divisé en deux. Ce qu'on appelle le système nerveux orthosympathique, qui va être lié à l'action, et je vous présente tout de suite l'autre, je vais les expliquer, le système nerveux parasympathique, qui est lié à la récupération. Donc, comment comprendre comment fonctionnent les deux? Je prends toujours généralement le même exemple pour l'expliquer, même si c'est plus très actuel. Imaginez une époque antérieure où vous vous promeniez en forêt et vous vous retrouviez face à un ours. Ah oui. Hein, c'est pas tous les 4 matins que ça arrive, non. Mais ça permet de bien comprendre. Donc, le fait de se retrouver face à l'ours, c'est un stress. Le stress, généralement, c'est, en tout cas si on était sur sa base physiologique, c'est une alerte qui va nous permettre en fait de rester en vie. Donc là, il y a l'ours, je me dis, oups, danger. Par rapport à ça, le corps qui a compris que c'était un danger va mettre en place tout un tas de réactions physiologiques pour me permettre de réagir face à cet ours. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir soit l'attaquer, bon, c'est pas bien sûr que je gagne, soit me sauver. Les animaux font le mort aussi, voilà, c'est pas une réaction humaine, c'est vraiment sur certains animaux, on le voit avec les oiseaux, quand les chats les attaquent, ils font genre je suis mort pour que le chat passe sa route, mais nous on a plutôt tendance soit à attaquer, soit à se sauver. Donc pour nous permettre de faire ça, le corps va créer tout un tas de réactions physiologiques pour être plus efficace. La première chose par exemple, c'est que la pupille se dilate, parce qu'il va falloir qu'on voit mieux notre adversaire. On va avoir les poils qui se hérissent, bon, c'est vrai que maintenant on en a, voilà, j'en ai un petit peu, plus mais efficace pour les hommes que pour les femmes, mais le chat est un bon exemple, on voit le chat, tu vois, qui prend du volume quand il est attaqué. L'idée normalement c'était de prendre du volume pour faire peur à l'adversaire. On va transpirer, parce que si on transpire, on dégage une odeur particulière et peut-être que ça va faire fuir l'adversaire. C'est pas trop le moment, mais on a envie de faire pipi. Pourquoi on a envie de faire pipi? Pour marquer notre territoire et que peut-être il n'attaque pas. Tout ce qui va être circulation sanguine va rentrer, on appelle ça une vasoconstriction, va aller vers l'intérieur. Comme ça, si on est blessé, on ne va pas saigner. Moins. Ou moins en tout cas. Le rythme cardiaque s'accélère pour que la fréquence respiratoire s'accélère aussi, parce que si on a besoin de courir, etc., on va pouvoir mieux respirer plus vite pour se sauver. Bref, je ne vais pas toutes les détailler, mais il y a tout un tas de réactions physiologiques qui se mettent en place pour nous permettre de nous défendre. On s'est battu, peu importe, en tout cas le stress est passé, eh bien le corps a la capacité de venir récupérer
auto-récupérer par rapport à tout ce qu'il avait créé. C'est notre fameux système nerveux parasympathique qui est un système de récupération. Donc la pupille qui s'était dilatée, elle va se rétracter. Au contraire, on n'a plus envie de faire pipi. J'ai oublié de le dire, mais quand on est en orthosympathique, la digestion s'arrête. C'est pas le moment de digérer, Oui, parce qu'il faut combattre. Donc du coup, faut se défendre. là, en parasympathique, la digestion se met en place. La circulation devient plus fluide. Le rythme cardiaque s'abaisse. Et donc c'est vraiment toutes ces actions qui vont permettre au corps de récupérer par rapport à l'état de stress. Suite à l'énergie dépensée. Exactement. Ce qui veut donc dire il faut bien s'en rappeler pour la suite, c'est que du coup, pour récupérer du stress, il faut activer le parasympathique. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans notre massage. Donc ça, c'est pour comprendre comment ça marche. Donc là, la récupération se fait en état parasympathique. C'est ça. Donc c'est pas une récupération qu'on peut avoir avec du sport, par exemple. Non, pas du tout. C'est vrai que souvent, quand on voit des gens très stressés, ils vont nous dire « Ah mais moi je fais du sport ». Le sport c'est bien, ça va défouler l'énergie, ça fait circuler, ça fait plein de choses. Mais on n'est pas en parasympathique quand on fait du sport. On n'est jamais en parasympathique. Ce qui va nous mettre en parasympathique, c'est le yoga, c'est la sophrologie, c'est la relaxation, la méditation, etc. Et le massage. Le sommeil ? Alors le sommeil c'est encore autre chose, le sommeil c'est une phase de récupération, mais ça va pas fonctionner tout à fait de la même manière, mais c'est une vraie phase de récupération. La problématique aussi, souvent c'est que quand on est stressé, on dort pas bien. Effectivement. Voilà. Donc du coup, ça complique un petit peu cette période-là. Donc une fois qu'on a compris ces deux parties, on va dire, de notre système nerveux, il faut comprendre aujourd'hui ce que c'est que le stress actuel en fait. Donc je vais reprendre, quand on est face à une situation de stress, les différentes phases qui arrivent. Donc je suis face à mon ours. Okay, la première phase dont on parle, c'est une phase d'alarme. Oula mon Dieu, j'ai peur. Du coup, tout ce que j'ai dit va se mettre en place. Donc c'est toutes les défenses qui se mobilisent, c'est l'orthosympathique qui est à fond et qui dit allez, il faut absolument qu'on arrive à se défendre. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la phase de résistance. C'est-à-dire que ça va répondre en s'adaptant au stresseur. Ça veut dire que si le stress il est ponctuel, dès que l'ours il est parti, ça s'arrête. La problématique que l'on a dans nos sociétés actuelles, c'est que le stress c'est pas l'ours, mais c'est le patron, ça peut être la vie à la maison, ça peut être les enfants, etc. Donc c'est ce qu'on appelle, on verra... le trajet en voiture... Voilà. Ce qui fait que malheureusement... On est stressé tout le temps. C'est ça, celui-là il s'arrête pas. Ce qui fait que qu'est-ce qui passe quand il s'arrête pas? Eh bien on arrive à la fin, ce qu'on appelle une phase d'épuisement, qui en fait, quand on est tout le temps en orthosympathique et qu'on mobilise tout le temps nos défenses, à un moment le corps, il n'a plus la capacité de le faire. Donc en fait, ce qu'on dit, c'est que le stress c'est normal, c'est ça, mais à petite dose quoi. Le stress, normalement, dans la nature, enfin à la base, le stress ne devrait apparaître que quand on est dans des situations vraiment en danger. Et que dans la vie d'aujourd'hui, on est stressé tout le temps. C'est ça. Et du coup, on va aller vers des phases qu'on appelle la phase d'épuisement, la phase d'épuisement ultime étant le burn-out, où à un moment, le corps n'a plus les capacités de faire face parce qu'on l'a trop sollicité, trop mobilisé, et ben il dit, c'est quoi, moi j'arrête quoi. Et que du coup, on n'est pas assez en parasympathique pour récupérer. On n'a pas assez activé le parasympathique pour récupérer. D'accord. C'est pour ça du coup que, par exemple, les médecins aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes stressé, etc., ils vont vous dire qu'il faut aller vers des activités de relaxation et de détente. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Si je vais sur un petit récapitulatif, il y a deux sortes de stress. Le stress ponctuel, une situation qui ne dure pas dans le temps. On le vit très bien par exemple quand on manque d'avoir un accident de voiture. Tu sais, on conduit, d'un seul coup on a eu peur ou quoi que ce soit, on sent que ça s'est accéléré, que ça respire vite, puis c'est passé. Oui, toutes les réactions qu'on a expliquées au début, on les a d'un coup. C'est ça. Mais comme du coup ça ne dure pas, après, on s'est rendu compte qu'on a évité la voiture, et du coup, le corps, voilà. Ouais, c'est vraiment ça, le stress. Le stress, c'est un danger normalement ponctuel. Et puis derrière, malheureusement, ce qu'on a aujourd'hui, c'est notre stress chronique. C'est une situation régulière qui s'installe dans le temps et qui va durer. Et c'est donc pour lui qu'il est important d'activer le plus souvent possible le parasympathique. D'accord. D'accord ? Alors, dernière petite chose, du coup, qu'est-ce que ce stress chronique va avoir comme effet? Des manifestations physiques. Premièrement, par exemple, des soucis digestifs, on l'a vu, de l'hypertension parce qu'on est tout le temps stressé, etc. Il y a plein de manifestations physiques. Des plaques sur le corps. C'est ça, c'est souvent les premières. Voilà, elles sont souvent là, donc déjà celles-là on les écoute pas toujours, mais en tout cas souvent elles sont là.
On va avoir des tas de manifestations émotionnelles, on va s'énerver plus facilement, se mettre en colère, voire être un petit peu en petite déprime, pleurer, etc. Enfin, on va pas être bien émotionnellement, c'est une deuxième alerte. On va avoir aussi les manifestations cognitives, donc des difficultés à réfléchir, Oui, à on n'arrive penser, pas à se concentrer, ouais. etc. Et puis des manifestations comportementales, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tout ça mélangé, Ouais, on pète un peu un pète un câble. câble. Et c'est ce qui se passe par exemple dans une situation où on ne comprend pas pourquoi, d'un Oui, seul coup, on quelqu'un craque, craque complètement, c'est un petit peu un trop-plein. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer le stress ? Il y a deux actions possibles. La première, ça va être développer sa résistance au stress, c'est pas notre sujet, même si on va aider un petit peu en activant le parasympathique, mais là c'est tout le développement personnel qu'on peut faire pour comprendre pourquoi on est stressé. Je prends toujours l'exemple, si c'est un stress professionnel parce qu'on est sympa au bureau et qu'on récupère tout le travail de tout le monde, va falloir apprendre à dire non. Voilà. Le jour où on va apprendre à dire non, par exemple, du coup on sera un peu moins stressé. Donc il y a tout ce qui va nous permettre de travailler sur notre stress, et la deuxième chose c'est de récupérer, d'activer le parasympathique. Et c'est là du coup qu'on va rentrer vraiment en activité pour le massage, parce que ce massage, s'il est bien réalisé, il va activer ce fameux parasympathique. D'accord. Donc deux choses, apprendre à gérer la situation qui nous stresse, c'est ça, par des actions, de l'organisation, du développement personnel, tout ce qu'on veut. Un suivi psychologique, pourquoi pas. Tout à fait. Et après, parce que ça suffit pas, il faut penser aux activités qui vont permettre de récupérer et d'activer le parasympathique. Toutes les activités qui activent le parasympathique. Plus on va être dans un état de stress important, plus il va être important à côté de se retrouver régulièrement à recharger les batteries en fait. C'est assez logique, on épuise, à un moment il n'y a plus rien. Si on épuise, on recharge, etc., ça va durer plus longtemps. Bien sûr que le premier est important, il faut toujours essayer de développer sa résistance au stress et comprendre pourquoi on est stressé. Mais si ça c'est difficile, ou en tout cas dans un premier temps, plus on va venir mettre en parasympathique, mieux on va pouvoir gérer le stress. D'accord. Et on le voit souvent, des personnes qui vont arriver en burn-out sont souvent des gens qui n'ont pas pu suffisamment activer le parasympathique. Ok. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en termes de massage ? Parce que c'est bien beau tout ça. Parce que oui, là on est sur la chaîne du massage. C'est ça. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de comprendre comment le massage va pouvoir agir. Comment on va activer le parasympathique dans le cadre d'un massage. C'est ça. Donc en fait, pour que le parasympathique s'active, il va falloir qu'on aille vers un état de relaxation. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, il y ait cette fameuse déconnexion, on en a déjà parlé, la déconnexion diencéphalique, on va dire, c'est-à-dire qu'il y ait cette déconnexion mentale qui fait que le corps bascule dans cet état de parasympathique. Et c'est ce fameux état en massage, j'espère que vous avez tous ressenti, qui est un moment où on est là, mais on n'est plus tout à fait là. Si vous avez déjà fait de la sophrologie, de la relaxation, du yoga nidra, vous connaissez ça parfaitement, c'est je pars, je reviens. Je pars, je reviens. Pas je m'endors. On l'a vu, le sommeil fonctionne pas de la même manière et ne fait pas récupérer de la même manière. 1 heure de sophrologie, 1 heure de massage, si on a pu rentrer dans cet état de parasympathique, on va descendre ce qu'on appelle en onde alpha, donc on descend mais pas dans les ondes ensuite d'endormissement, et du coup on récupère 6 heures de sommeil, ou 6 heures d'état de stress. Donc on va revenir sur cette pratique très spécifique. Pour 1 heure de massage, 6 heures de récupération. C'est ça, exactement. Donc ça veut dire, si on a réussi à activer le parasympathique, si vous vous faites masser pendant 1 heure, les yeux ouverts, attendre que ça se passe... On a dormi pendant 1 heure. On a dormi pendant 1 heure, ça n'a pas marché. Pas. Donc ça veut dire du coup qu'il faut vraiment que cette tête puisse lâcher, qu'on puisse descendre d'onde, et qu'il y ait cette fameuse déconnexion au niveau de la tête. D'accord, mais donc il n'y a que le masseur qui peut gérer ça, non ? Il n'y a que le masseur qui va pouvoir gérer ça. Parce que nous, quand on est sur la table, on ne sait pas quand on s'endort, on ne sait pas quand c'est le masseur qui va provoquer ça, on va dire, qui va permettre que ça se mette en place. Alors bien sûr, si son client ne veut pas, il ne pourra pas. Hein. Oui. Moi, je vous le dis toujours, je masse des gens qui parlent pendant 1 heure. Pendant 1 heure. J'ai beau pas répondre, j'ai beau ne rien dire, la personne parle. Oui, il ne lâche pas, quoi. À partir du moment où le client parle, il n'ira jamais en parasympathique. Mais il faut savoir aussi que toutes les personnes qui n'ont jamais pratiqué de relaxation, de yoga, de choses de détente, c'est un peu déstabilisant au départ, de devoir fermer les yeux, de se taire, d'être un peu seul avec soi-même. De faire peu confiance à une tierce personne. Exactement.
de ne plus être dans le contrôle, en fait. Donc du coup, il va y avoir toutes les protections possibles et imaginables. Ouais. Alors si vous vous faites masser et que vous parlez, je suis désolée de vous le dire, c'est une forme de protection. C'est-à-dire que comme vous sentez que le massage risque peut-être de vous emmener dans un état que vous maîtrisez pas trop, le fait de parler avec... Puis ça peut être inconscient, on est peut-être même... c'est de la protection complètement inconsciente, Oui, ça c'est clair. Mais je le dis souvent d'ailleurs aux masseurs, j'ai des masseurs qui disent « Oh, mon client il arrête pas de parler », je lui dis « Vous savez, c'est mieux de vous taire pour vous détendre. Ça sert à rien de le dire. Si la protection c'est de parler, il va falloir que la personne se sente en confiance, donc faut la laisser parler, un massage... » Puis peut-être qu'elle viendra au deuxième, c'est ça, et au troisième elle parlera moins, et au cinquième elle se taira. Mm. Faut laisser vraiment la confiance et les choses se mettre en place. Mais on va avoir donc des gens qui vont parler, des gens qui vont garder les yeux ouverts, des gens qui vont rester très contractés sur la table. Tout ça c'est ok, chacun y va avec son normal, chemin, en fait, et c'est des protections un peu naturelles qu'on met quand on sait pas bien où on va. Une fois que tout ça a sauté, qu'il n'y a plus ces protections on va dire, eh bien on en a déjà parlé, ce qui va permettre ça c'est le contact avec la main du massé. C'est-à-dire que le mental, il est quand même très fort pour penser. Hein. Donc si on est sur la table et qu'on fait, on rumine, etc., on n'ira jamais là-dedans. Mais quand on est touché, eh bien automatiquement, notre mental, il se connecte. On se concentre sur la main toucher, qui touche. Et le fait de rester sur ce toucher fait qu'à un moment, la tête va lâcher et ne plus être que sur le massé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ce soit suffisamment présent. Si ça caresse, ça risque d'endormir. Et du coup, on n'est plus du tout sur la même chose. Qu'il faut que ce soit varié, ça veut dire qu'il faut que ce soit présent, mais aussi plus doux, plus rapide, plus lent, des rythmes différents, plus profond, plus appuyé. Parce que l'idée, comme c'est pas d'endormir, c'est que quand le client commence un petit peu comme ça à partir et qu'on sent qu'il est à la limite de s'endormir, il y a des gestes pour le faire revenir. Juste que le mental se dit « Ah oui, non, je suis toujours en train d'être massé », et puis qu'il continue. Et puis peut-être ça repart, et d'un seul coup, il y a ça. Donc c'est vraiment la technique de massage qui va permettre ça. On a souvent parlé de la serviette, du fait de couvrir. Vous savez que moi je suis pas fan de cette serviette. Parce que la manipulation de la serviette, automatiquement empêche l'état de parasympathique de s'installer. Voire on y était, on en sort. C'est ça, c'est-à-dire qu'on était en train de partir et puis hop on revient. Alors que si vraiment c'est juste géré par le geste de massage qui permet cet aller-retour, là le client va vraiment avoir une énorme récupération. D'où l'intérêt aussi de jamais lâcher le corps. D'où l'intérêt de jamais lâcher le corps. Vous lâchez, le client revient, vous remettez, il peut repartir, vous lâchez, il revient. Donc vraiment cette pratique qui va être fluide, enchaînée, avec un changement de rythme, un changement d'appui, un changement, etc. C'est ça qui va permettre à un moment vraiment à la tête de complètement déconnecter. Et dès que la tête déconnecte, automatiquement on rentre en état de parasympathique. D'accord. Petite précision aussi, parce qu'on me pose souvent la question quand les gens massent, ils me disent souvent « Ah, mais les ventres gargouillent souvent ». Mais c'est normal, parce que le client se détend, le système parasympathique va se mettre en place, et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est en parasympathique? On digère. Le système digestif, il se dit « Ah, ça y est, c'est à moi, là je peux bosser en fait ». Donc du coup, il va digérer, ça va éliminer, et résultat, on a envie d'aller aux toilettes souvent après le massage aussi. Bien sûr, on a drainé, etc. Mais tout ce qui permettait de récupérer, c'est pour ça qu'on voit au bout d'un moment la respiration qui devient de plus en plus lente sur la table, le rythme cardiaque se calme, le rythme respiratoire se calme, et tout ça nous permet de récupérer. Très bien. Bon là, on a vraiment de bonnes informations qui permettent d'expliquer aussi au client qui peut avoir des questions par rapport justement à son stress. Vous risquez d'avoir des clients qui arrivent très stressés chez vous et qui ne ferment pas les yeux, parlent, donc ça vous permet aussi de bien comprendre, mais aussi de pouvoir expliquer à vos clients que le stress c'est normal, mais qu'on a besoin de récupérer et que le massage leur permet d'activer ce parasympathique et de se recharger. Donc c'est toujours, ne serait-ce que même commercialement, de pouvoir expliquer ça, c'est toujours un plus par rapport à des masseurs qui en fait n'ont pas forcément compris l'intérêt de ce qu'ils font. Et surtout ne jamais culpabiliser son client. Moi j'ai déjà vu des gens dire « Ah mais il faut que vous fermiez les yeux, sinon vous n'allez pas vous détendre » etc. Ou un masseur qui peut se dire « Mais je comprends pas, j'ai vraiment fait attention, mais mon client s'est pas détendu du tout ». Tout ça c'est ok, chacun vient avec son histoire, c'est la régularité de la pratique, la confiance qui va se mettre en place, qui va permettre aux deux. Voilà, on ne culpabilise pas un client qui a gardé les yeux ouverts, on ne culpabilise pas un client qui a parlé, et en même temps on essaye dans sa pratique, au fur et à mesure, de l'aider à sentir ce qui se passe, cette fameuse déconnexion, pour que justement il ait envie d'installer ça régulièrement.
Bon, ben voilà, je pense que le sujet était important et a été développé. Si vous avez des questions complémentaires par rapport à ça, ou même des situations que vous avez vécues en tant que massé ou en tant que masseur concernant le stress, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On aura encore plein de sujets aussi intéressants que celui-là à vous présenter. Et puis vous cochez la petite cloche pour avoir les notifications, pour être sûr de ne pas louper une seule vidéo. Merci. Merci, on se dit à bientôt Merci. pour à nouveau parler du massage bien-être. C'est tout à fait ça. À bientôt. Au revoir.